Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Comtois. Dans le cadre de mon mémoire, je vais faire une critique queer du droit international pénal à travers l'exemple de la persécution dans le statut de Rome. Donc, une petite présentation. Moi, je suis présentement à la maîtrise en droit avec mémoire sous la supervision de la professeure Fanny Lafontaine à l'Université Laval et j'occupe l'emploi d'auxiliaire de recherche à la clinique de droit international pénal et humanitaire de l'Université Laval. Donc, le sujet de mon mémoire, je propose de soumettre le droit international pénal à l'épreuve d'une analyse basée sur les théories queer du droit. Les théories queer du droit, c'est une étude des lois, des normes et des décisions ou du droit en général qui nous permet de relever les endroits où les présupposés hétérosexuels ou cisnormatifs sont présents. Dans le fond, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle chargée de juger les personnes accusées, par exemple, de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression ou encore de crimes de guerre. Le statut de Rome, c'est le traité international qui vient créer la Cour pénale internationale. Puis les États doivent le ratifier pour accepter la compétence de la Cour sur leur territoire. À l'heure actuelle, il y a 139 États à travers le monde qui ont ratifié le statut de Rome. Donc, de manière plus précise, le sujet de mon mémoire, c'est de prendre comme point de départ un des exemples les plus flagrants de l'exclusion des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre en droit international pénal, soit l'article 7.1h et 3 du statut de Rome qui proscrit l'acte de persécution en tant que crime contre l'humanité. Donc ici, on peut voir différents motifs de persécution qui sont acceptés, dont les motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, mais c'est écrit sexiste au sens du paragraphe 3. Donc, on va voir le paragraphe 3. Puis, ça dit, aux fins du présent statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin. Suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens. Donc, la façon que c'est écrit, c'est extrêmement restrictif, puis ça ne permet pas à la Cour de prendre en compte les motifs de persécution basés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, tel qui est écrit en ce moment. Puis juste une petite note par rapport au terme sexe. Donc, la version francophone du statut de Rome est la seule à employer le terme sexe. Toutes les autres langues officielles vont plutôt opter pour le terme de genre. Par exemple, la version anglophone va utiliser gender et la version en espagnol va utiliser le terme género, qui n'ont pas la même signification et le même impact. Pour le bien de mon analyse, je vais faire comme si c'était le terme genre qui est employé, puisque la Cour pénale internationale se base sur la version anglophone pour faire son interprétation et que la jurisprudence est produite principalement dans la langue anglaise. Finalement, quelles sont les conséquences de cette exclusion-là des motifs discriminatoires basés sur l'orientation sexuelle et la diversité de genre en droit international pénal? Premièrement, il y a des conséquences juridiques et normatives. S'il y a une interprétation restrictive qui vise à exclure ces personnes-là de l'article 7, on peut s'imaginer qu'ils vont être aussi exclus des autres, de la protection des autres articles, puisqu'il doit y avoir une certaine cohérence dans l'interprétation des traités. Ensuite, ça peut avoir un impact sur les choix des cas qui peuvent être présentés devant la Cour. Donc, tout ce qui est les personnes qui subissent des persécutions sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre pourront pas être présentées devant la Cour. Puis, ça peut aussi avoir un impact sur les témoignages des victimes. Peut-être que les victimes vont changer les choses qu'ils vont dire dans leurs témoignages, puis omettre lorsqu'ils subissent des violences en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Puis, dans un deuxième temps, ça peut avoir des conséquences sur le processus de normalisation des identités plus sur au niveau idéologique sur la sphère internationale, dans le sens où la Cour pénale internationale a une influence sur les autres institutions, sur les autres États. Elle a comme une espèce d'autorité, pas nécessairement plus qu'une autre institution internationale, mais néanmoins, lorsque la Cour internationale pénale offre une interprétation de certaines identités qui sont viables ou valides, mais ça a un impact sur comment les autres États et les autres institutions voient ces identités-là.
Puis, deuxièmement, ça peut avoir un impact sur la transcription des lois, comme par exemple, proscrire les crimes contre l'humanité dans les législations nationales. Donc, par exemple, les États qui ont ratifié le statut de Rome vont voir la définition de crime contre l'humanité dans le statut de Rome et vont l'inclure, la transcrire dans leur loi nationale après l'avoir ratifiée. Et s'ils copient, dans le fond, la même disposition, ce qui arrive souvent, bien, ça va faire en sorte que sur le plan national aussi, les personnes qui vivent des persécutions à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre vont être également exclues. Donc, c'était tout pour ma petite présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée.